D'un pas hésitant, le jeune homme s'approcha de l'attroupement qui s'était formé aux abords du cordon de sécurité. Deux quidams plantés là discutaient, et ils durent dire quelque chose qui choqua l'écureuil, car celui-ci pâlit d'un coup et fit demi-tour. Capestan attendit qu'il ait regagné l'angle du boulevard pour pouvoir l'aborder sans se faire remarquer des policiers en faction. Il arriva à sa hauteur en tirant nerveusement la sangle du casque vert toujours attaché sous son menton. Il s'apprêtait à repasser son sweatshirt et partir quand Capestan fit un pas et lui montra discrètement sa carte de police. La commissaire vit les yeux noisettes s'agrandir. Le jeune homme se figea une seconde, puis fila comme un dard sur le boulevard, abandonnant là son sweat et son vélo. Surprise, Capestan rangea sa carte à la va-vite dans la poche de son trench et se lança à sa poursuite. En doublant la brasserie, elle sentit que Thorez la rejoignait sur son aile gauche. Le garçon était jeune, léger et rapide. Il s'engagea sur le boulevard dans le sens de la descente et atteignit le carrefour avec la rue Saint-Denis en quelques secondes. Au passage piéton, le feu passa du rouge au vert. Au moment où les voitures démarraient, l'écureuil bondit pour traverser. Des crissements de pneus et un concert de klaxons éclatèrent. Les automobilistes s'élancèrent dans son dos et au fur et à mesure qu'il avançait faisaient hurler les moteurs de colère, empêchant Capestan de traverser à son tour. Elle était bloquée de l'autre côté, passant d'un pied sur l'autre et guettant une brèche dans la circulation, mais impossible de s'engager. De loin, à travers le flot des voitures, elle vit le garçon couper la rue Saint-Denis. Un groupe de quatre adolescents apparut au même instant, lui masquant brièvement la vue. Quand elles s'écartèrent, le garçon avait disparu. Capestan sauta sur place pour le discerner dans la foule. Il ne pouvait pas s'évanouir ainsi. Dolin l'avait vu chez Marie Sauzel et on le croisait devant l'immeuble de Maël Guénan. Comme la pétition du marin, ce garçon faisait le lien. La brigade tenait un nouveau bout de ficelle pour assembler les affaires, sauf que celui-ci était doué de parole. Il suffisait de lui poser des questions pour obtenir enfin une explication. Qu'à peine saisi, leur échappe déjà, ce n'était pas possible. Le feu refusait de passer au rouge. Capestan tenta un pas en avant. Une Chevrolet la frôla, la rabattant précipitamment contre le trottoir. L'écureuil devait prendre de l'avance. Sous le coup d'une impulsion, alors qu'une voiture accélérait, Capestan força le passage. Derrière elle, elle perçut la voix pétrie d'angoisse de Thorez qui hurlait non à plein poumon, mais elle parvint à atteindre le milieu du boulevard. Tendant la main pour ralentir les véhicules à l'approche, elle franchit la dernière portion de chaussée et sauta sur le trottoir. 100 mètres plus loin, elle distingua le casque vert qui décampait. Elle accéléra. Tout en poursuivant sa course, le garçon tourna brièvement la tête et aperçut Capestan qui se rapprochait. Il slaloma entre les passants et vira à gauche dans le passage Lemoine. De nouveau, elle le perdit de vue. Elle puisa dans ses réserves de sprint pour gagner le passage avant qu'il n'en sorte et atteignit l'angle juste à temps pour le voir prendre à droite sur le boulevard Sébastopol. En se précipitant à sa suite, elle heurta deux vendeurs d'une boutique de jeans qui fumaient leurs clopes sur le trottoir. Qui était ce garçon ? Que faisait-il là ? Il venait de traverser le boulevard Sébastopol à hauteur de la rue Tracy lorsqu'une femme décrocha son vélo de la borne Vélib. Reculant sans prévenir, elle déséquilibra le jeune homme qui dédoublait à peine vitesse. Capestan craignit qu'il ne saisisse l'occasion pour s'emparer du vélo et lui échapper définitivement, mais non. Il fit au contraire un brusque crochet pour l'éviter qui permit à Capestan de récupérer quelques mètres. Ses poumons commençaient à brûler et elle se demanda combien de temps encore elle était capable de tenir. Devant sa cible, libérer sa course sans accuser le moindre signe de fatigue. 20 ans de moins, des kilomètres de réserve en plus. Capestan devait trouver un moyen d'accélérer et de rattraper rapidement. À l'endurance, elle ne le coincerait jamais. D'où connaissait-il Marie et Maël ? Que leur voulait-il ? Il longea les grilles du square Chautemps et jaillit rue Saint-Martin, tamponnant un homme qui sortait de la poste et en voyant valser son colis sur le trottoir. Mécontent, l'homme lançait sa bordée d'injures au moment où Capestan arrivait. Elle aperçut le casque vert qui coupait en diagonale le carrefour de la rue Réaumur et s'élançait à son tour dans un crissement de frein lui fit tourner la tête. Un bus arrivait droit sur elle. Elle aperçut le visage horrifié du chauffeur derrière le pare-brise. Capestan eut à peine le temps de lever un bras pour se protéger. Elle sentit un coup, mais ce n'était pas le bus.
Deux mains venaient de la frapper dans son dos et de la projeter en avant sur le trottoir d'en face. À l'atterrissage, sa hanche percuta le bitume, lui arrachant un cri de douleur. Capestan perçut un bruit mat d'un choc derrière elle et des hurlements qui s'élevaient aux alentours. Elle se retourna vers la chaussée et vit Thorez étendu à terre, le crâne en sang. La main sur la hanche, elle rampa jusqu'à lui, l'appelant pour qu'il réagisse, priant pour qu'il ne soit pas mort. Lentement, il leva son visage vers elle. Il arborait un sourire bancal et d'une voix faible il rassura. « Je vais bien, je suis content. » Il sourit encore puis s'évanouit. Le ululement d'une sirène d'ambulance se rapprochait. Capestan l'attendit assise à côté du lieutenant. Un interne chevelu venait de relayer le médecin de garde. Thorez avait la clavicule brisée et plusieurs hématomes, dont un qui couvrait toute sa cuisse droite. Il avait été sévèrement sonné, mais ses jours n'étaient plus en danger. Il dormait. Suivi de Le Breton, Rosière poussa les deux battants de la porte qui séparait les urgences de l'accueil. « Il ne craint plus rien », annonçait Capestan. Les deux policiers eurent un soupir de soulagement. On le transfère dans une chambre individuelle. Sa femme est sur le trajet, mais il faudrait qu'on se relaie nous aussi, que quelqu'un de la brigade soit là. Bien sûr, on a récupéré le sweatshirt, fit Le Breton en lui tendant le vêtement. Capestan remarqua des poils de chat sur les manches. Il fallait le porter à l'analyse, elle en chargea Le Breton et demanda qu'on organise une planque devant le vélo du jeune homme. Quel gâchis de l'avoir laissé s'échapper. Le gamin correspond à la description de Nolin, c'est ça ? Demanda Rosière. Oui, il faut absolument obtenir son identité. Il a un lien avec les victimes, on doit découvrir lequel. Pour cela, il faut l'interroger, et pour cela, il faut le trouver. À cet âge, il est forcément le fils, le neveu, l'élève ou le petit frère de quelqu'un, commença Le Breton. Le visage de Capestan s'illumina soudain. Dégainant ? Non, la photo de leur fils était encadrée, ce n'est pas lui. La commissaire secoua doucement la tête et fixa un point au bout du couloir. Elle réfléchit ainsi quelques secondes en frottant la cicatrice sur son index. Il faut que Nolin se souvienne des termes exacts de son entretien avec le garçon, et on rappelle tout le monde, Jalato, André Sauzel, les amis des victimes, même le promoteur. Si c'est possible, il faudrait parler au fils de Maël Guénan. Ils sont dans la même tranche d'âge, c'est peut-être lui que l'écureuil venait voir. Capestan se redressa et se tourna vers Le Breton. « Commandant, je vous confie les manettes sur les recherches. De mon côté, je vais voir Buron. Nos infos deviennent trop importantes pour les garder à gauche. Je vais demander notre attachement à l'enquête. » Rosière, la moue sceptique, prévint la commissaire. « Il n'acceptera jamais, ou faudra bien lui passer le coussin sous les fesses. » Avant de pénétrer au siège de la police judiciaire et d'y affronter le cadre des lieux, Capestan s'offrait un répit au bord de la Seine. Elle était remontée par les berges. Après Notre-Dame, celle-ci rétrécissait et perdait brièvement tout attrait touristique. Les rares réverbères éclairaient des pavés des chaussées constellés de fientes et de plumes de pigeons. En passant sous l'arche sombre du pont Saint-Michel, on entendait le clapot des eaux saumâtres battre la rive. Une odeur de vase se mêlait aux effluves de crasse citadine. L'écho de ses pas se répercuta sur la voûte, puis, de nouveau, les berges s'élargirent. C'était le tour de Paris et des flonflons. Capestan, par automatisme, s'installa sur le banc qui accueillait ses réflexions du temps de la BRB. Elle frissonna au contact de la pierre froide. Elle s'appliquait à vider son esprit, quand, de la rive opposée, lui parvint le rire franc d'un homme qui parlait à un ami. Le rire, la carrure, une fraction de seconde, Capestan crut reconnaître son ex-mari. Une mélancolie brutale lui pesa sur les épaules. Elle organisa illico le reflux et quitta son banc. Il était temps de retrouver Buron. L'antre de Buron était maintenant tapissé de vitrines anciennes, chacune exhibant sa propre collection. Médailles, pipes, boîtes à pilules, anthologie de la poésie française reliée pleine peau et, à portée immédiate, les fleurons de sa collection de lunettes de vue, à varier selon ses envies, coquetterie ou manipulation. Du côté du fleuve, le crépuscule approchait
et dans la pièce assombrie, seule une lampe en opaline verte diffusait sa lumière tamisée. À l'approche de Capestan, le directeur demeura assis et se contenta de désigner le siège face à lui. Il repoussa à peine les papiers sur son sous-main. Il reboucha son stylo, mais le laissa sur les documents, prêt à servir. « Bonsoir, Capestan. Je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui vous amène ? J'aurais aimé rejoindre notre brigade à la criminelle sur l'affaire de la rue Mazagran. »« Hors de question !» asséna Buron en réalignant sa pile de feuillets. « On dispose d'autres éléments où on enquête sur le meurtre de son mari et d'une... » « Non, j'ai dit non !» Buron avait décidé de se montrer obtus. Capestan remua sur son siège et se pencha en avant. Elle ne comprenait pas qu'il oppose une quelconque résistance, ça n'avait aucun sens. « Mais on est là pourquoi au juste, si on ne peut même pas aider? Pourquoi créer notre unité ? Pour tous vous assembler, je vous l'ai déjà expliqué. Ne m'obligez pas à devenir plus précis, fit-il en chassant l'air d'un geste excédé. Si, je veux bien. Capestan, on vous a mis dans le même bocal parce qu'il fallait vous isoler. Vous êtes ingérable et plus particulièrement indésirable. Je ne veux pas de vous au milieu d'une enquête officielle. Vous noircissez les portraits, on n'a rien d'effroyable, protesta Capestan avant que le souvenir de son propre palmarès ne l'oblige à rectifier le tir. Pour mon cas, je le concède, ajouta-t-elle, mais les autres ne sont... Vous êtes là uniquement parce qu'on ne peut pas vous révoquer, coupa Buron en martelant chaque syllabe. Ça va rentrer ? On vous paye pour jouer au domino ou tricoter. Demandez à Évrard de vous apprendre la belote et fichez-moi la paix une bonne fois pour toutes, commissaire. Buron semblait remonter comme un coucou. Capestan était épuisé, lessivé par la poursuite. Torres dans le coltard, le gamin dans la nature, sa hanche qui la lançait. Elle était venue proposer des informations, et en échange elle subissait une hargne imméritée. Sans énergie, le cerveau en marmelade, elle se sentit acculée. Mais enfin, il n'y a pas que des branques dans cette brigade, je ne comprends pas. Pas que des branques ? Réveillez-vous, Capestan, à la fin. Dax et Lewitz, les crétins enthousiastes, Merlot et sa tronche de raisin, Rosière et ses feuilletons débiles, Torres... Justement, il est à l'hôpital, Torres. Qu'il démissionne au lieu d'imposer sa poisse. Orsini, Capestan en eut assez. Buron dépassait les bornes, elle n'avait pas à se justifier. Elle opéra un brusque revirement tactique. Dans votre panel de caractériel, vous avez une case pour les sournois. Capestan, ne commencez pas, fit le directeur en s'adossant à sa chaise et en repliant les branches de ses lunettes cerclées d'acier. Ne le prenez pas mal, mais je suis allé piocher quelques renseignements. Riverny ne serait pas le haut fonctionnaire qui vous a bloqué la route en 2009 par hasard. Et puis, tant que j'y suis, c'est quoi ces affaires qu'on récupère ? On est les seuls à savoir qu'elles sont liées ou non ? La criminelle se débarrasse de dossiers comme ça sans que vous y trouviez rien à redire ? La criminelle. Des crimes donc. Poubelle. Sérieusement, pourquoi ? Buron fit vriller ses lunettes pensivement sans répondre. Ses yeux de basset larmoyaient toujours un peu et seule la brosse de ses cheveux gris maintenait son profil d'officier. Il se gratta la tempe avec la branche d'acier. Tous les deux se turent un instant. Capestan laissa son regard s'égarer vers la fenêtre. Le platane sur le quai avait perdu ses dernières feuilles. Restaient les boules piquantes dans les branches des bogues pétrifiés qui s'accrochaient vaille que vaille, formant un sapin de Noël macabre. Capestan soupira et revint sur Buron. En fait, je suis sûr que vous nous avez enterrés là dans le seul but de répondre aux questions que vous vous posez. Vous savez quel levier actionner pour me faire agir, mais je vous connais aussi, monsieur le directeur. J'ignore encore pourquoi, mais il y a des affaires que vous préférez voir traitées en cachette. C'est pour cette raison que vous avez monté notre brigade. C'est tout. Alors, donnez-moi les moyens de vos ambitions. On l'étudiera en douce puisqu'il le faut, mais je veux le dossier de la veuve Guénan. Buron aboya le faible sourire du vaincu qui tient à rester fair-play. Capestan eut de nouveau la sensation désagréable d'être parvenu exactement là où il voulait l'emmener. « Je vous fais suivre une copie, dit-il. »« Et une sirène, poussa Capestan. C'est pour Torres, ça lui manque. »